Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. La criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre. L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Séguin. Bonjour Félix. Un petit peu paniquant votre sujet à JE ce soir. Fraude invisible. Savais-tu, avant de m'en parler aujourd'hui, c'était quoi la fraude par transfert de carte SIM ou communément appelée dans la langue de Shakespeare, le SIM swap? Écoute, il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent ça. Le SIM swap, ce que c'est, au fond, je te l'explique, là, c'est assez simple. C'est un suspect qui va avoir volé tes données sur notamment le dark web. Il va avoir acheté, lui, un jeu de données là, dont ton identité fera peut-être partie parce que tu as été pris dans ton identité a fui dans une banque ou dans un des services que tu utilises sur le web. Alors, il va acheter ce jeu de données et là, il va appeler ton fournisseur de téléphonie mobile, il va se faire passer pour toi parce qu'il a tes informations, il va faire changer ton numéro de téléphone et voici ce qui se passe ensuite. Je me souviens de cette journée-là, j'ai été au travail. J'ai essayé d'envoyer un message texte et tout d'un coup, j'étais avec TELUS. Mon téléphone indiquait que je n'étais plus avec aucun fournisseur. J'ai essayé d'envoyer un autre message, mais il ne se passait rien. J'ai ouvert mes courriels et ça me disait que j'étais bloquée. Donc, j'ai appelé TELUS. Ils m'ont dit « Ah, il y a une demi-heure, vous avez annulé votre téléphone. » Je leur ai dit « Mais non, je ne vous ai pas du tout appelé. » Ils ont paniqué. Alors, là, je comprends que quelqu'un d'autre, à ce moment-là, a repris ton identité cellulaire, là, ta carte SIM. C'est ça. Il a repris ta carte SIM, ton numéro, ton identité. Mais là, la prochaine question à se poser, c'est Mario, ça sert à quoi? Évidemment, ça sert à frauder. Alors, quand tu contrôles le téléphone cellulaire de quelqu'un, tu contrôles maintenant aussi, en ayant un nouveau numéro, puis en ayant changé les codes, l'identification à double facteur souvent. Tu contrôles quoi? Le compte Visa, le compte de banque. Tu contrôles tous les sites où tu as enregistré, exemple, tes mots de passe, ta carte de crédit que tu as enregistré. Parce que l'autre personne est carrément dans ton cell. Sur son cell, elle visualise toutes tes affaires, toutes tes applications. Elle a accès à tout. Elle a accès à toute ta vie. Tes photos, tes courriels, ton compte de banque. Mario, nomme-les, tout. Alors, elle peut faire des dommages. Et donc, nous, on a été mis sur la piste de cette histoire-là, là, il y a plusieurs mois déjà, puis on se demandait si ça arrivait souvent. D'abord, on a eu le constat que oui, ça arrive des milliers de fois au Canada chaque année, mais on a surtout fait le constat que le gars qui est en arrière de ce fraude-là, là, c'était un jeune homme de Terrebonne. Il a fait 154 victimes il y a quelques années avec ce modus operandi, ce stratagème. Là, il est en prison pour une 50aine d'années sûrement, un fraudeur comme ça. Oui, c'est ça. Ben oui, prison à vie, hein, n'est-ce pas? Non, il a reçu une sentence, là, mais tu vas être déçu quand je vais te raconter combien. C'est pour ça qu'ils vont recommencer, puis c'est pour ça qu'ils le font tout. Ça devient rentable. Tu regardes les sanctions et les peines, puis fait que c'est pour ça que la fraude est devenue un tel fléau au pays, là. C'est pas puni, puis c'est payant. C'est ça, c'est pas puni. T'as absolument raison, là, je veux dire. Et dans le guide, on dirait que dans le guide de sentence, tu vois, dans la question là, des armes à feu, on s'est pressé, si tu veux, là, à instruire les tribunaux d'apporter des sentences plus lourdes pour enrayer le fléau. Dans le cas de la fraude, c'est moins vrai. Dans ce cas-ci, parmi les sentences qui peuvent être imposées, il en a eu quand même une lourde, mais Mario, la sentence lourde, c'est 4 ans. Ouais. Et puis là, il n'y a pas au complet. Bon, alors, tu sais, juste te dire, donc, il s'affiche sur les médias sociaux, puis etc. Il a même donné la recette pour frauder des gens. Il s'appelle Westerlin Jean-Pierre. On va tout raconter ça ce soir à JM. Et on va regarder ça. Et d'habitude, quand on cherche quelqu'un dans le domaine du crime organisé et des règlements de compte, je le dis en blague, mais on cherche un VUS noir. On ne cherche pas un fat bank. Mais là, on cherche un Bessic. Hey, c'est drôle puis c'est pas drôle, hein. Le meurtre de Antoine Marjorie Blais, là, qui est survenu à Saint-Charles-Borromée, près de Joliette, dans la Naudière, en début de semaine. Quand on continue à faire couler beaucoup d'encre, là, pour plusieurs raisons, mais je l'avais dit, là, quelques heures après qu'il ait été tué, j'avais
au TVA Nouvelle de 17h, donc informé le public qu'on cherchait un vélo. Le suspect était manifestement venu commettre l'irréparable en vélo. Ben c'est vrai, la police, la Sûreté du Québec en fait, a diffusé hier des photos d'un vélo noir de type fat bike de la marque Highboy avec une bicyclette qui est équipée d'un éclairage à l'avant. Je t'en parle brièvement parce que la question que je me pose, même dans les communications de la Sûreté du Québec, on comprend que ce vélo-là a été aperçu à quelques reprises dans le bout de Saint-Charles-Borromée dans les heures et jours suivants. Donc, il aurait fait son repérage à vélo aussi, c'est ce qu'on déduit? Ben, moi, c'est ce que j'en déduis. Puis, tu sais, c'est l'évidence même qui a été repérée. On l'a sur les images de surveillance, là. On a un gars, on va très bien aller voir le site sur le Journal de Montréal, le site du Journal de Montréal. On voit le gars avec son sac à dos, son vélo. On voit très bien. Mais, mon Dieu, Mario, quand tu fais du repérage en fat boy, comme ça, en plein hiver, à Saint-Charles-Borromée, tu passes pas inaperçu, n'est-ce pas? Je me posais la question, mais il me semble que si tu veux qu'on te remarque, va faire du repérage en fat boy à Saint-Charles-Borromée, tu sais. Ouais. Je trouve que... Mais là, ouais. Mais sauf qu'on a vraiment pas... Bon, il est cagoulé, tout ça, parce que, bon, il fait du vélo en hiver, puis il se protège. Il est pas facile à reconnaître, en fait. Je comprends, mais il est pas venu de Montréal en fat bike non plus, là, tu sais. Je veux dire, non. Ouais. En tout cas, je le trouve... sans dire, je trouve que c'était un mélange d'audace et d'insouciance. OK. Mettons. Comme ça. Peut-être qu'il va se faire arrêter, puis dans 24 heures, on dirait aussi que c'est un épais. Là. On ne sait pas. Peut-être que c'est un génie. Peut-être que c'est un épais, on ne sait pas trop. Ouais, c'est ça. Hey, le combattant de l'UFC, Conor McGregor, ancien champion de l'UFC, qui s'est pas gêné, a pris des photos à Dublin là, dans une rencontre de Hells Angels, a pris des photos dans un bar avec des gars des Hells et a publié ça lui-même. Ben oui, McGregor qui est poursuivi d'ailleurs cette semaine pour une histoire d'agression sexuelle survenue à Miami a publié au cours des derniers jours sur ses propres réseaux sociaux des clichés. Et sur ces clichés-là, ben on le voit prendre la pause en compagnie de membres de différents groupes de motards criminels de différents chapitres à travers le monde. C'est que les motards, les Hells sont en réunion à Dublin. C'est un rassemblement là qu'on appelle de type world, là, parce qu'ils parlent, leur vocable est tout en anglais là, dans l'organisation des Hells Angels. On s'est posé la question plutôt dans l'émission, tu sais, nous, habitués aux partis politiques, est-ce qu'on parle d'un congrès? Ben, Mario, c'est quoi? C'est la... Excuse-moi. Oui. Non, mais on parle de congrès. On parle de congrès où seront décidés les principaux... Est-ce qu'ils respectent le code Morin? Ah ben ça, c'est une autre affaire. En tout cas... Des résolutions, amendements, propositions principales, amendements, droit de parole... Et puis mais c'est quoi le processus aussi de résolution là des conflits, d'arbitrage de conflits là? Moi, c'est plus ça. Le président demande le vote. Ou non, j'exige le vote, pas je demande, hein, j'exige. Okay. Oui, donc McGregor n'a pas gêné de se faire voir avec... Pas gêné, puis là, c'est l'article d'Élisa Cloutier dans le Journal de Montréal ce matin, allez lire ça et tout ça. Moi, je vous ajoute quelques informations en vous laissant ce matin. Le gars qui est là, du Québec, parce qu'on a un Hells Angels du Québec là, qui s'amuse avec Conor McGregor. Il est manifestement au rassemblement des Hells Angels World de Dublin. C'est Richard Lévesque. Il est membre en règle du chapitre de Trois-Rivières. Donc, au même moment où la photo est prise, là, ou en tout cas dans le même laps de temps, il y a un de ces aspirants Hells Angels qui se fait tuer au Québec. Et là, lui, on le voit en train de s'amuser avec Conor McGregor. Richard Lévesque, là, c'est un bon ami d'Aurel Brouillette. Aurel Brouillette, éminence grise du chapitre des Hells de Trois-Rivières. Anciennement, Lévesque était un Hells Angels de la République dominicaine. Curieux, tu vas me dire? Pas du tout. Ce sont les Hells Angels de Trois-Rivières qui ont fondé le chapitre. Qui ont avalé un petit club de motards là-bas qui s'appelait les Los Barracas et qui ont fondé un chapitre à Trois-Rivières qui est composé essentiellement de membres québécois. Et certains se cachent là-bas d'ailleurs. Alors, grand ami d'Aurel Brouillette, donc membre très influent des HA Trois-Rivières. Et Lévesque avait été expulsé d'Haïti là, au cours des dernières années aussi, là, où il s'y rendait pour des raisons bien obscures. Alors là, voilà, on le voit retentir, comme on dit, à Dublin avec Conor McGregor. Même Lévesque a publié ça sur ses propres médias sociaux. Alors, tu vois, les temps changent, mon cher. Bonne fin de semaine, Félix. Merci. Toi aussi, au revoir.